à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 5 avril, c'est dans l'air et pourtant personne ne saurait dire que nous avons atteint un pic de pollution ces derniers jours. L'air est de mauvaise qualité dans l'ensemble de la région centre. En Tours, on fait le point dans quelques secondes. Autour du tramway, un milieu périlleux pour les secours. 400 pompiers se forment pour intervenir en cas d'accident, incendie, collision. Nous avons suivi leur préparation aujourd'hui. Et puis le site d'action mobilise encore et toujours en France entre 35 et 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. Continuez à informer les jeunes mais aussi les seniors. Nous nous rendrons notamment au planning familial de Tours dans cette édition. Bonsoir, elle est là et pourtant personne ne s'en rend compte. Depuis hier, la ville de Tours connaît un pic de pollution. D'après les stations de Tours-la-Bruyère et de Saint-Pierre-des-Corps, la mauvaise qualité de l'air touche particulièrement le nord de la France, mais aussi l'ensemble de la région centre. Reportage Denis Mathis. Impossible de le voir, un phénomène de pollution touche pourtant depuis hier Tours et son agglomération. Les stations de mesure de Tours-la-Bruyère et Saint-Pierre-des-Corps ont relevé des taux anormalement élevés de particules en suspension. Il semblerait que ce soit un épisode assez général sur le nord de la France, donc plusieurs régions sont touchées et donc on est plutôt sur un apport, je dirais, de particules venant de régions plus lointaines, quoi. Une pollution qui a donc profité des conditions atmosphériques de ces derniers jours pour arriver jusqu'en Touraine, ce qui n'empêche pas les Tourangeaux de sortir. Est-ce que vous êtes au courant de cette pollution particules? Non, pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. Non, pas du tout. J'ai pas eu cette information. Par contre, effectivement, il y a des fois, je trouve que ça sent pas bon. Enfin, ça sent la pollution. Ça sent le gasoil. Vous voyez, c'est cette odeur-là. Réduire la vitesse des véhicules, prendre les transports en commun ou ne pas allumer de feu de cheminée sont les principales recommandations durant cet épisode de pollution. Les personnes sensibles doivent être encore plus vigilantes. Pour éviter de sortir, de faire des efforts physiques, parce qu'ils vont à ce moment-là inhaler une quantité d'air chargé en pollution. La concentration en particules risque de se maintenir durant tout le week-end, en attendant des masses d'air plus océaniques, annoncées lundi. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sera en Touraine lundi pour présenter les mesures du gouvernement en faveur de l'innovation. Il se rendra sur les sites de l'entreprise TLD et ST Microelectronics, accompagné du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur, et puis Fleur Pellerin, la ministre déléguée aux PME et à l'innovation. Et puis à la fin de ce journal, François Bonneau, président de la région Centre, nous rejoint sur ce plateau. Il est notre invité de la rédaction ce soir. À Salbris, 18 salariés de l'entreprise PLV ont été expulsés cet après-midi. Cette entreprise de cartonnage de luxe avait accumulé des loyers non payés à hauteur de 400 000 €. Un huissier était sur place pour obliger les salariés à quitter les locaux suite à un jugement du tribunal d'Évry. L'arrivée du tram va chambouler notre paysage, bien sûr, et nous inviter surtout à plus de prudence. Et pour intervenir en cas d'accident, 400 pompiers d'Indre-et-Loire sont formés pour savoir comment réagir en cas de collision ou de risque électrique. Florent Carrière était avec eux ce matin. On va faire. Vous avez une polypoise sur vous ou pas? Alors, déverrouiller la porte. Les pompiers ont été appelés pour un accident de personnes sur le parcours du tram. À leur arrivée, ils constatent que le chauffeur a fait un malaise. C'est donc à eux de sécuriser le matériel roulant. La cabine suspendue, CRPR et coupure batterie. Donc là, ce qu'il faut faire, comme ça. Des procédures qu'il faut connaître pour déconnecter le tram de ses sources d'alimentation aérienne ou au sol. Une fois le drapeau sorti, ces pompiers peuvent enfin intervenir. La procédure qu'on est actuellement en train de faire, c'est la mise en sécurité de la rame. Donc ça, c'est une procédure qui est logiquement dévolue soit au conducteur de la rame de prime abord, on pourra le faire en dernier recours. Donc c'est une manœuvre qu'on va mettre en œuvre, notamment si on a besoin de lever la rame pour par exemple dégager une victime qui est coincée sous la rame. Attention, je lève. Dégager une victime coincée sous la rame, une des interventions les plus délicates pour les pompiers. Ils disposent ainsi d'un matériel de levage. Il s'agit de ces coussins disposés à des endroits bien définis. Une opération délicate car le tram doit à peine sortir des rails. Ce genre d'intervention, une nouveauté pour les pompiers tourangeaux. Nouvelle technique, nouvelle configuration, donc oui, l'information indispensable pour intervenir là-dessus. Ça nous permet vraiment d'aller à l'essentiel en termes de sécurité sur ces dispositifs. On a des petits dispositifs de coupure qui ne sont pas tout à fait réglés, mais c'est plutôt des problèmes de signalétique plutôt que vraiment des problèmes de fonctionnement.
Une formation qui comprend 2 axes, le secours aux personnes, mais aussi le risque électrique, par la présence de la LAC, la ligne aérienne d'alimentation du tram. Celle-ci peut gêner tout type d'intervention des pompiers. Il faut donc s'assurer que leur sécurité n'est pas menacée. Donc on a besoin quand même d'identifier gérer les difficultés qu'on peut rencontrer en termes d'accessibilité, en termes d'acheminement des secours et puis de mise en œuvre des secours. Environ 400 pompiers de l'agglomération Tourangelle bénéficieront de cette formation tram. Les pompiers des 3 centres de secours de l'agglo, mais aussi les chaînes de commandement et ceux qui sont chargés d'orienter les secours au sein du CODIS. SIDAction, la mobilisation continue. En France, entre 35 et 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. En Indre-et-Loire, les contaminations sont en hausse. Regardez ces chiffres. En 2012, entre 750 et 800 personnes ont été suivies, soit 40 à 50 de plus qui ont été dépistées. Si les avancées de la recherche se veulent optimistes, les jeunes et les seniors restent les plus touchés. Reportage Nice Michaud. Toujours pas de vaccin, mais toujours autant de prises de risques. Parmi les populations qui s'exposent le plus au VIH, on retrouve encore bien sûr les jeunes. Chez les plus jeunes, il y a une prise de risque qui semble être toujours la même, due aux a priori sur le préservatif. Et voilà. Sur le préservatif masculin, par exemple, le fait qu'il compresse, que ça coupe les sensations, que ce ne soit pas facile à mettre vu qu'il faut le mettre au dernier moment, et qu'il craque aussi. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à avoir des pratiques à risque. Une autre population aussi auquel on ne fait pas du tout attention, mais c'est des gens qui par exemple sont en rupture, soit qui étaient dans un couple, finalement qui sont un petit peu plus âgés, qui ont 40, 50 ans et qui sont dans une situation un petit peu difficile de souffrance et qui sont en situation de rupture et qui sont contaminés. Et même on a vu au CHU des gens qui avaient 60, 70 ans dans le service de maladies infectieuses. Et puis d'autre part aussi, dans les différents types de rapports et surtout dans les rapports de type homosexuel, on voit une augmentation de la pathologie et aussi de la population féminine, il y a aussi une augmentation. Pour savoir où on en est, une seule solution, se faire dépister. Mais là encore, il reste du chemin à parcourir. La sérophobie, c'est un mot aussi qu'on peut employer. C'est les personnes ont peur de leur statut sérologique et c'est aussi pour ça que les personnes ont du mal à aller faire les dépistages et qu'il faut en parler souvent. Le dépistage est d'autant plus important que la séropositivité n'entraîne pas de symptômes. Seul un test permet donc de la détecter et de se soigner avant de contracter le sida, dernier stade de l'infection au VIH. À Tours, la base aérienne a ouvert ses portes à un jeune public. Près de 400 collégiens et lycéens ont répondu présents aujourd'hui. Armée de terre, armée de l'air, marine, des corps de métier dans lesquels certains choisiront peut-être de faire carrière. Reportage de Vincent Pifeteau. Se mettre au service de l'armée bénévolement, ces jeunes n'y avaient peut-être pas encore pensé. Cet après-midi, à la base aéronautique de Tours, les lycéens et collégiens ont découvert le métier de réserviste. Il y a des forces opérationnelles qui font à peu près 20 à 30 jours de mission par an, mais vous avez les réservistes citoyens qui peuvent œuvrer au profit de la défense autant qu'ils le souhaitent au cours de l'année. Les réservistes des différents corps de l'armée se sont mis, une fois n'est pas coutume, au service des jeunes pour présenter leur travail. Ils ont surtout expliqué pourquoi ils ont décidé de se lancer dans cette expérience. Ça me permet de rester en contact avec mon armée d'appartenance et de continuer à servir mon pays au-delà de ma carrière d'active. C'est un prolongement de la vie de citoyen et ce qui peut permettre dans nos affectations de donner un coup de main, comme par exemple nous l'avons fait lors de la tempête de 99. Offrir de son temps à la défense de la nation, le discours a séduit quelques lycéens qui pourront s'engager dès l'âge de 17 ans. Comme ça on peut venir faire s'entraîner mais tout en pas être obligé d'être là tout le temps mais ouais, moi ça me plairait la réserve. Mais alors, quelles sont les qualités pour être un bon réserviste ? Je dirais la disponibilité, donc pour être capable de participer à des missions régulièrement. L'adaptabilité, parce qu'on intervient sur différentes unités, pas toujours la même, et donc il faut toujours s'adapter à un milieu différent, à des personnes différentes, avec des méthodes de travail différentes. Et peut-être aussi sens de la discipline. Comme lui, ils sont déjà plus de 60 000 hommes et femmes à avoir rejoint les rangs de la réserve citoyenne ou de la réserve opérationnelle.
Et pour terminer ce journal, un sujet dont on entend très peu parler, pourtant de nombreux archéologues s'y intéressent de plus en plus. Comment les cimetières ont-ils évolué de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui? Les cimetières qui font aussi partie du patrimoine de notre société. Aurélie Renaud. Entre le XIIe et le XVIIIe siècle, au prieuré de Saint-Côme cohabitaient les vivants et les morts. Les religieux qui venaient s'y recueillir et les défunts qu'on venait enterrer au plus près du lieu de culte. Durant 6 siècles, les sépultures sont donc empilées les unes sur les autres. Les archéologues funéraires estiment qu'ici reposent près de 450 corps, parmi eux des moines et des laïcs plutôt privilégiés. Mais ici, pas de pierre tombale ni d'inscription. La personnalité des personnes inhumées, on en rappelait la mémoire dans des livres des morts en fait, qui pouvaient être lus à des messes anniversaires. Et puis il y avait des messes anniversaires pour les plus fortunés. C'est comme ça qu'on entretenait la mémoire des défunts. Au 19e, les cimetières s'étendent et l'on ressent le besoin de graver dans le marbre le nom des défunts. Pour répondre aux besoins de la démographie et désenclaver les cœurs de ville, désormais, les cimetières trouvent leur place en dehors des agglomérations. C'est le cas de celui de Tours-Sud, basé sur la commune d'Èvres-sur-Indre. Celui-ci est paysager, une rareté en France. Ouvert en 1980, il a été dessiné par les paysagistes de la municipalité de Jean Royer. Sur ces 35 hectares, on ne parle pas de carré ou de cadastre, mais de pétales et de chemins, car le cimetière n'est pas quadrillé, il représente un bouquet de marguerites et de pensées. On ne parle pas non plus d'allées ou de voiries, on parle plutôt de sentiers qui sont aménagés sous les arbres et dans lesquels on vient intégrer des équipements cinéraires ou funéraires. Donc la démarche elle est différente et je pense que les familles s'y retrouvent dans le recueillement. Des alcôves pour les sépultures et un vaste terrain engazonné, le jardin du souvenir. Car depuis une trentaine d'années, plus d'une personne sur 3 choisit l'incinération. Ainsi, le cimetière a dû proposer plusieurs possibilités aux familles. Le columbarium, la dispersion des cendres ou encore l'enfouissement. Le tout est de faire en sorte que les gens aient un repère naturel, un arbre, une plante ou un chemin, près duquel reposent leurs défunts. Il a été fait des plantations par des arbustes à floraison rouge, rose, blanche, et ça donne du moral aux gens, je trouve. Quand ils repartent, ils se sentent bien. Près de la forêt de chênes et de landes, des haies en forme de cœur. L'espace est unique sur l'agglomération, il est dédié aux enfants. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, François Bonneau, président de la région Centre. À tout de suite.